Bonjour, monsieur Jean Lassalle. Vous briguez un troisième mandat dans la 4e circonscription avec une situation inédite cette année en 2012, un président socialiste. Quel est aujourd'hui votre état d'esprit actuel par rapport avec ce troisième combat pour les législatives? Bonjour d'abord. Bonjour et merci à Radio Oloron qui m'a toujours très bien reçu. Et voilà, je suis un fan de Radio Oloron. Mais écoutez, comment se présente la situation? Elle est quand même précaire. J'ai trouvé le terme dès le début. Elle est précaire et elle ne s'améliore pas beaucoup. Il y a effectivement un président socialiste qui a été élu et très largement élu, d'ailleurs dans notre département, et plus encore dans notre circonscription, dont on disait que c'était une circonscription qui était quand même plutôt faite pour la droite. Et si vous le regardez, elle est entièrement rose, et même des cantons qui n'ont jamais vu ça, Asparin est passé à 59%, et quand vous pensez que Juppé à Bordeaux, le pauvre, qui n'était qu'à 53%, a jeté tout par-dessus bord pour ne pas se représenter, moi j'assure, mais c'est difficile. Remarquez, il y a 5 ans, c'était tout bleu, et c'était pas François Maïtia, c'était Hervé Luc-Béreil, et c'était tout bleu. Et Hervé Luc-Béreil était maire de Laurent-Sainte-Marie, vice-président du Conseil général, président de la communauté de communes de Laurent-Sainte-Marie, du Piémont. Bon, c'était dur. Eh bien, ce coup-ci, c'est aussi très dur. Ça sera certainement très dur. Est-ce que ça peut être plus dur? Je ne sais pas. Très dur, oui. Est-ce que vous ne craignez pas ajouter de la confusion dans votre candidature en vous associant avec un suppléant UMP, Barthélémy Aguerre? Ah non, il n'est pas suppléant UMP, parce que s'il avait été suppléant UMP, déjà que j'ai du mal à comprendre la candidature de Marc Oxivard, avec son suppléant, maire de Saint-Étienne-de-Vaguerie, mais alors s'il était suppléant UMP, je comprendrais encore moins, parce que ce serait... Non. Barthélémy Aguerre est comme moi, un élu de l'ancienne UDF, Saint-Palais, n'a pas fait le parcours du MoDem, c'est vrai, mais il est toujours resté dans le sillage. Alors ce qu'il a fait, c'est que lorsque l'UMP s'est trouvé en manque d'effectifs, il a été donné un coup de main. Il s'est prêté voilà, l'UMP au niveau du Conseil général. Oui, c'est... comment on dit, pas le transfert, mais enfin, il a fait un petit... Oh, il a fait bénévolement, mais il n'en a pas été très bien récompensé quand même. Hein. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, il n'a pas été très bien récompensé parce qu'il a fait bénévolement. Il a permis quand même à l'UMP de recevoir 40 000 € par an, parce que c'est ce que reçoit le groupe. Avec ça, on paye quand même du personnel. Sinon, ils n'auraient pas pu faire tout ça. Non, moi j'ai pris... tout simplement Barthélémy Aguerre. Vous savez, moi je suis du style à dire les choses telles qu'elles se présentent, sans compliquer les choses, parce que j'ai demandé au Pays Basque quel est le meilleur. Face à une situation aussi délicate, quel est le meilleur? Tout le monde m'a dit c'est Aguerre, c'est Barthélémy Aguerre. Alors j'ai pris Barthélémy Aguerre. Ça n'a pas été simple, parce qu'après que Bayrou ait annoncé qu'il votait Hollande, je peux vous dire que ce n'était pas simple du tout, parce que même lui n'avait aucune envie de se présenter. Puis finalement on y est arrivé. On est en route. Alors la gauche, et plus particulièrement le Parti socialiste, vous attaque sur le dossier de Toyal. Madame Médard, suppléante justement de François Maïtia, vous qualifie de Don Quichotte parlementaire et dénonce une inconscience politique sur ce dossier. Qu'est-ce que vous avez à y répondre, monsieur Lassalle? Oh, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à Madame Médard? Je vais essayer de choisir les mots pour le faire. Je pense que... Vous voyez, moi j'ai toujours eu du respect pour mes adversaires politiques, j'en ai eu beaucoup, quels qu'ils soient, et j'ai eu du respect pour les combats qu'ils ont menés, même si je ne les ai pas partagés. Mais si Madame Médard était passée par là où j'étais passé, si elle s'était battue avec la même conviction, je ne pense pas qu'elle aurait des jugements aussi légers. Voilà, c'est tout. Pour le reste, elle dit que j'ai mis en péril Toyal, mais enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi, parce que Toyal ne serait plus là, tout le monde le sait, les syndicats, le directeur, PDG, M. Lelièvre de l'époque, tout le monde savait que ça partait à lac. Et maintenant, elle dit, il n'y a plus que
il y avait 150 salariés, il n'y a plus que 120. Oui, il y en a 120. Mais et combien il y en a dans l'entreprise de Lac? Il n'y en a plus aucun. Et combien d'entreprises en France sont fermées avec la crise? Il y en a fort heureusement encore 120. Et elle dit aussi, les Japonais n'investiront plus là. Mais si elle a des informations aussi graves, qu'elle les communique à l'ensemble des maires de la vallée plutôt que vous les communiquez à vous, les médias. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse voter en conscience pour quelqu'un qui dit on n'investira plus là? Ça veut dire qu'il y a 120 emplois qui sont fichus, mais ça ne fait rien. On continue quand même. Moi, je trouve ça, je ne veux pas, léger. Je pense que les électeurs apprécieront la détermination. Puis pour Mme Médard, je vais simplement lui dire une chose. Elle peut me traiter de tout ce qu'elle veut. Mais je suis bien tranquille d'une chose. C'est qu'elle ne fera jamais ça. Non, ça c'est vrai. Maïtia a dit aussi que s'il était député, enfin, il a parodié le président de la République, moi député. Je ne chanterai pas en basque à l'Assemblée, comme si c'était un déshonneur de chanter en basque. Et il a dit, je ne ferai pas la grève à l'Assemblée nationale. Mais qui se rassure, hein. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'ait dit que Maïtia avait le courage de faire ça. Alors, s'ils veulent mettre la campagne à ce niveau-là, qu'ils la mettent. Moi, je vous ai répondu, je ne répondrai plus ailleurs. Voilà, c'est fait. Ce courage politique dont vous parlez, est-ce que vous ne croyez pas quand même que ce dossier soit un véritable boulet dans votre campagne législative? Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on vous le ressort. Hein. Oui, mais on ressort. Il faut voir comment les électeurs votent aussi ensuite. Il n'y a pas que Mme Maïtia, Mme Médard ou M. Maïtia dans la vie. Il y a quand même les électeurs. Il y a ceux qui ont été témoins de ce que j'ai fait. Et je ne veux pas parler de ce que j'ai fait, de ce que ça m'a coûté et de ce que ça me coûte encore. Moi, je dis l'entreprise est encore là. Combien il y en a qui ont disparu? Combien y en a-t-il qui sont partis? Voilà. Alors j'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir un boulet. Bien sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus légers que moi. Ils n'ont plus aucune entreprise sur le territoire. Alors ceux-là, ils sont légers. Et d'ailleurs, si mon exemple avait été très mauvais, pourquoi M. Habib et Mme Martine Lignière se sont-ils crus obligés, eux aussi, à faire une grève de la faim d'un jour? Quand on est désespéré, cher ami, quand il n'y a pas de perspective, quand vous pensez que tout est fait, que tout est fait, mais que vous voulez combattre, que vous ne voulez pas vous laisser aller, vous êtes un combattant, eh bien vous combattez. Moi, j'ai choisi le combat non violent, parce que c'est un combat que j'admire. Et, ma foi, je pense que j'ai trouvé beaucoup de gens qui m'ont compris. J'ai trouvé des gens qui, je dois le dire quand j'y pense, pour lesquels je n'ai pas un très grand respect, à vrai dire, qui donnent des qualificatifs à ce que j'ai fait. Moi, je suis fier. Je suis fier de l'avoir fait. Il n'y a pas beaucoup d'autres députés qui l'ont fait en France, même pas dans le monde. C'est pour ça que je continue à avoir des correspondances du monde entier, vos collègues du monde entier, qui continuent à venir m'interpeller, à venir voir. Et puis, ce n'est pas que dans la vallée d'Aspe où ça a eu de l'effet. Ça a eu de l'effet aussi dans toute la France. Parce que jusque-là, que ce soit à droite ou comme à gauche, M. Jospin avait dit, on n'y peut rien contre les délocalisations. François Mitterrand avait dit, sur le plan du chômage, on a tout essayé. Eh bien, depuis, tout le monde s'est mobilisé pour justement lutter contre les délocalisations. Ça a été le grand sujet de la campagne de ce coup-ci. Ça avait été le grand sujet de la campagne électorale d'avant. Vous croyez que c'est pas rien? Il faudrait 100 ans à Madame le maire d'Etsot pour qu'elle obtienne un bilan comme celui-là. 100 ans. Quelles sont vos relations aujourd'hui, M. Lassalle, avec les Japonais? Mais avec les Japonais, les relations n'ont pas été si mauvaises. D'ailleurs, M. Rousset s'en est rendu compte quand il a voulu partir aux frais du contribuable au Japon pour aller me discréditer. Un an après. Il devait partir avec 53 personnes, finalement il est parti avec 5 ou 6, parce que je me suis invité au voyage. Mais M. Rousset, personne ne le connaissait au Japon. Moi, à peine je suis arrivé, j'ai signé des autographes sur
sur une place principale de Tokyo. Nous avons, M. Rousset a essayé de me dissuader, a essayé de me convaincre de rentrer en France. Il ne s'est pas grandi. D'ailleurs, vous savez, il y a toujours quelque chose. Je me suis laissé dire qu'il était donné archi-ministre, et que c'est cette gestion calamiteuse de Toyal qui a quand même fait le tour de France. Parce que vous en souvenez, ça fait du bruit, cette histoire. Eh bien, lorsqu'il a été au Japon, il a vu, à tel point qu'il a été obligé de décommander toutes ces rencontres, tous ces points de presse, me supplier de me tenir bien, de ne pas faire de trucs, et on a fait les choses bien. J'ai eu, parce que bon, je sais me tenir aussi, hein. Mais enfin, je ne voulais pas lui donner quand même le plaisir d'aller raconter n'importe quoi. Il devait, soi-disant, aller réhabiliter l'image de l'Aquitaine, comme si moi, tout seul, j'avais détruit l'image de l'Aquitaine au Japon. Il faut voir comment j'ai été reçu par les Japonais, et avec M. Imasu, jusqu'à son départ à la retraite. M. Imasu m'a toujours tenu au courant de tout ce qui se passait. Lorsqu'il y a eu la crise, il m'a dit il y aura certainement baisse des effectifs. Si ça repart un peu, on continuera à embaucher, mais on le fera par des sociétés d'intérim, parce que malheureusement, on n'est pas sûr de pouvoir fixer l'emploi tout à fait durablement. Mais bon, ils n'ont pas pris tout ce qu'ils devaient prendre sur les investissements que nous avons faits, mais la vallée d'Aspe s'est dotée de 2,5 hectares de plateformes industrielles qu'elle n'avait pas. Nous n'étions pas capables d'accueillir la moindre entreprise qui aurait pu se présenter. Nous pouvons maintenant le faire, et tout ça a été payé à 80%. Eh bien, que Mme Médard fasse autant, et puis on verra ensuite. Merci, M. Lassalle. Avez-vous éprouvé du soulagement en apprenant le retrait du centriste Jean-Pierre Mirande? Bon, vous savez bien sûr, je ne veux pas vous raconter l'histoire. Déjà, c'est assez difficile, si en plus vous avez un copain qui vient se mettre sur votre route, qui a exactement le même électorat que vous, ne pouvez pas dire que ce soit le meilleur service qu'il vous rende. Surtout quand vous ignorez pourquoi il veut se présenter. J'ai toujours eu d'excellentes relations avec Pépéla. C'est une personnalité, non seulement sur le titre, mais sur l'ensemble du Pays Basque. Il connaît le Béarn. Bon, il a demandé à me voir, il a demandé à voir Jean-Jacques Lasserre. Nous ne l'avions pas convaincu, puisqu'il a continué, et puis finalement, il a choisi lui-même de jeter l'éponge. Je trouve que c'est très bien. Mais vous savez, dans cette affaire, moi, je dis, après tout, les élections, c'est fait pour se présenter. Et comme a dit le président de la République actuel, c'est des moments de vérité démocratique. Et je crois qu'au-delà de nous, c'est un rôle très important que nous incarnons, c'est-à-dire c'est le débat d'idées. Et je préfère avoir des élections difficiles, où l'ensemble des sensibilités peuvent s'exprimer, plutôt que d'avoir comment je dirais, des élections d'opérette, où face à des sortants, il y a d'illustres inconnus. Alors ça leur fait du bien, et ça leur permet de se faire connaître un petit peu, mais c'est la seule circonscription, vous pouvez aller voir ailleurs, hein, où des conseillers généraux se présentent contre des conseillers généraux. J'ai même en face un vice-président du conseil régional d'Aquitaine, c'est pas tout à fait rien, un homme très aguerri au combat politique, au débat politique, qui s'est battu, et sur ce plan-là, je dis chapeau, je dis mon respect pour la constance de son combat. Nous l'avons battu certaines fois de peu de choses, hein. C'est un redoutable combattant. Bon, j'ai un candidat UMP, eh bien au moins, sans compter tous les candidats basques, et sans compter tous les autres, et pareil, vous pensez que c'est un candidat de première souche, de première zone, c'est un candidat redoutable, pareil, il va faire des scores très importants, je le connais. En surfant sur la vague front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et puis bon, c'est un bon candidat. Mais il faut, vous savez, il faut savoir reconnaître, hein. Mais après, ça vous donne une certaine autorité, ça vous permet de parler. Et moi, j'invite ceux qui veulent tellement me caricaturer à m'accompagner quelques jours à Paris. Je suis prêt à payer leur déplacement. Pourtant, je n'ai pas beaucoup d'argent à dépenser. Mais ils verront comment je suis considéré et comment je suis respecté. Je fais partie du top 30 des députés les plus connus de France.
Pendant cette campagne, on me demandait de partout. Et je représente quelque chose. Seulement, moi, je n'ai pas mis cette notoriété au service des plateaux de télévision parisiens. J'aurais peut-être dû le faire. Mais j'ai considéré que mon rôle, c'était plutôt de continuer à défendre sur le terrain mes idées. Mes idées, c'est une France harmonieuse. Une France, bien entendu, dans le cadre du programme de François Bayrou, mais une France harmonieuse qui est peuplée sur l'ensemble de son territoire. Arrêtons ces bidonvilles terribles qui nous font penser aux pays sous-développés, qui rendent les gens si malheureux, alors que dans nos campagnes, on devient si malheureux d'être si peu nombreux. Continuons à équiper notre pays, continuons à l'aimer. Justement, au niveau de l'équipement, les routes, les infrastructures. Merci Samuel pour les questions politiques. Effectivement, on va éplucher quelques dossiers locaux. Le premier, c'est celui de la route. Justement, vous avez 57 ans depuis le début du mois de mai. Ça fait 25 ans que vous entendez parler justement de cette création peut-être de la Pau-Laurent. Quel est votre sentiment sur la Pau-Laurent? Et on sait maintenant que le rond-point du Gabarne va arriver dans quelques semaines maintenant. Oui. Bon, d'abord, je veux dire avec une franchise que j'ai répondu à votre collègue que, mais écoutez, je ne vais pas m'échapper, hein. Je suis aux affaires depuis 25 ans, je suis aux affaires depuis 30 ans, donc j'ai ma part de responsabilité. L'un des plus jeunes maires de France, à 21 ans. 21 ans, mais finalement ça avait été à guerre. Parce que moi j'ai été déclaré plus jeune maire de France, j'ai été invité à l'Élysée, mais celui qui a été reçu, c'était à guerre. Parce qu'il avait 14 jours de moins que moi. Et ma mère d'ailleurs attendait que j'ai l'invitation tous les jours, puis finalement elle a lu sur le journal, le plus jeune maire de France a été reçu hier soir à l'Élysée. Elle a dit, mais comment ça se peut, t'es pas sorti d'ici? Et alors c'était quelqu'un d'autre qui avait été reçu à ma place. Bon, ensuite j'étais conseiller général très jeune. J'ai eu la chance d'être député suppléant, d'être député. Donc je veux répondre dans la vérité de la question. Ma responsabilité est engagée dans le fait que Oloron ne soit toujours pas désenclavé. Mais je veux dire aussi que j'ai fait tout ce qui pouvait se faire et je n'ai jamais changé d'opinion sur le sujet. On avait obtenu, ce n'est pas la peine de refaire la guerre, on me dira, mais je peux quand même le rappeler devant Radio Oloron, qui connaît l'affaire, et pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'on a réussi en 1990 à introduire la liaison Pau-Oloron sur le schéma autoroutier français. Et qu'on a fait le programme autoroutier entièrement payé par l'État qui allait de pair. Le problème, c'est qu'ensuite, ça s'est envenimé avec la construction du tunnel du Somport et ça a créé une ambiance terrifiante, je n'y peux rien. C'est le premier grand débat sociologique qu'il y a eu autour d'une construction ou d'un aménagement, quel qu'il soit jusque-là. Il y avait des petits débats. Bon, il y avait 3 ou 4 protestataires, on les prenait, le fils d'entre eux rentrait à la préfecture, le fils de l'autre rentrait au conseil général, on goudronnait la cour de la ferme du 3e, et puis ça se calmait. Sauf que là, ça a été des centaines, des milliers, 70 pays, ressortissants de pays différents, sont venus acheter des territoires sur la plaine de Bedouce pour empêcher de faire les routes. Donc on s'est trouvé à un phénomène qui aujourd'hui est devenu général. Regardez la LGV, comment elle est critiquée, comment elle est attaquée. Regardez comment toutes les infrastructures sont attaquées. On doit trouver aujourd'hui de nouveaux moyens de trouver des consensus. Alors, pourtant, moi je suis toujours resté pour une liaison directe, moderne, sécurisée entre Pau et Oloron. Il le faut absolument. Sinon, Pau, maintenant, ça serait la première fois de notre histoire, du Béarn, de notre longue histoire, est ouvert sur toutes les voies de communication, derrière nous, sur toutes les grandes villes. Et nous sommes sans avenir ici, alors que nous avons le bassin industriel le plus important, non seulement du département, mais même des Pyrénées, avec Lint, Messier, etc. Donc c'est une affaire absolument très importante pour laquelle je continue à me battre. Je suis heureux que d'ailleurs on ait trouvé un terrain d'entente avec le président du conseil général, Jo Labazé, et le maire d'Oloron, premier vice-président du conseil régional d'Aquitaine, pour se battre dans la même direction dans ce sujet. Et comme vous le disiez, il y a un consensus qui se fait, enfin, alors que le Grenelle de l'environnement avait tout mis par terre.
pour qu'avec le Conseil général, on puisse faire la déviation Gavarne-Gurmançon. Ça changera beaucoup les choses, ça va changer la vie de Laurent, comme Bedous, la déviation de Bedous a changé la vie de Bedous, et à partir de ce moment-là, je pense qu'on aura un regard différent sur ces voies de communication sur lesquelles on a dit beaucoup. Écoutez, une voie de communication, surtout quand elles sont faites comme on les fait en France, avec beaucoup de goût, beaucoup de savoir-faire, c'est pas l'enfer, c'est une nécessité absolue si on veut que les activités, les emplois, une certaine richesse continuent à rester à Oloron. On va passer du coq à l'âne, on va parler de l'ours, Jean Lassalle. Ah oui. On va évoquer justement ce point-là. Vous êtes toujours président de l'IPHB. Quel est votre sentiment sur la réintroduction de l'ours? On sait que bien sûr des éleveurs sont contre cette réintroduction de l'ours. Quel est votre sentiment? Dans cette affaire-là, ma responsabilité aussi est très engagée. Je ne veux pas fuir mes responsabilités. Je suis le seul acteur, avec François Maïtia, avec lequel nous n'avons jamais été d'accord d'ailleurs, parce que quand lui voulait les protéger, mais c'était toujours sur des décisions de l'État, alors il était toujours du côté de l'État, contre les acteurs locaux. Bon, moi, j'étais pour qu'on ne nous impose pas, au nom de l'ours, une vitrification du territoire. Ensuite, on a créé l'institution patrimoniale et nous sommes la seule assemblée d'élus locaux, de maires et de conseillers généraux, conseillers régionaux, avoir pris la décision à 6 h du matin, le 19 décembre 1996, de réintroduire 2 ours, à condition que nous puissions assurer nous-mêmes la gestion en relation avec l'État, mais en tant qu'acteur de premier rang. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que s'il y avait un ours qui avait un comportement anormal, comme un individu peut l'avoir dans la société, eh bien, au lieu de laisser s'installer des troubles très graves, on retirait cet ours, on l'endormait, puisque le processus existait, et comme René Rose, avec un projet de parc animalier à Borse, on le mettait dans le parc animalier et on faisait venir un autre ours. Et ça, c'était du bon sens pour calmer les paysans, les bergers. Et j'avais fait un énorme travail avec l'IPHB, tout le monde était quasiment d'accord. Malheureusement, c'est l'État qui n'a pas voulu, parce que je me suis rendu compte dans cette affaire-là que ce n'était pas forcément sauver les ours qui était important, mais c'était parler des ours comme d'un symbole de nature vivante en train de se perdre, de biodiversité perdue. Comme si ça devait faire un petit peu oublier les immenses blessures que nous faisons subir à la planète quand on crée, ouvre des puits de pétrole sans aucune précaution partout, des mines de nickel à ciel ouvert, qu'on a du carbone en veux-tu en voilà, qu'on continue la même politique que celle qu'on a entreprise il y a 50 ans avec les carburants qui dégagent beaucoup de carbone, qu'on n'a pas changé d'orientation aucune sur le nucléaire, mais je me dis, mais l'ours, finalement, c'est pas tellement l'ours, c'est l'ours alibi. Parce que si on avait voulu s'occuper de l'ours, eh bien, on nous aurait suivis, puisque les gens du pays étaient prêts à s'en occuper. C'est des éleveurs. Après tout, il était resté chez nous. C'est la preuve qu'ils avaient quand même voulu le garder. C'était le seul pays, la seule région de France, et même des Pyrénées, où il était resté. Ça a été une opération ratée. Alors maintenant, pour rattraper les dégâts qui ont été faits, eh bien, il vaut mieux dire la vérité. Je ne vois pas comment on peut rattraper une situation pareille. Parce que tout le monde est dressé. Alors peut-être qu'une nouvelle génération pourra le faire. Moi, je ne sais pas comment la nôtre, sauf à être d'une démagogie à tout casser. Pourtant, vous vous en souvenez, quand j'ai défendu pendant 3 ou 4 ans et que j'ai eu toutes les élections et que j'ai eu des manifestations qu'on est venu porter, tout ce qu'on est venu porter devant ma porte, et que j'ai défendu le fait de réintroduire 2 ours, que j'ai repris lorsque malheureusement Canel a été tué dans un accident de chasse à Urdos, que j'ai encore repris cette proposition en 2002, eh bien j'ai été sabré. À ce moment-là, Jacques Chirac a dit qu'il faut en introduire 30, comme 30 ours. Voilà. Et puis la ministre, Mme Molin, est venue
en mettre d'une manière lamentable 5. D'ailleurs, les pauvres ours n'ont pas été heureuses. L'une s'est suicidée du haut d'une montagne, s'est laissée tomber dans le vide. L'autre a été tuée par un véhicule militaire sur l'autoroute. Elle avait réussi à passer par-dessus l'autoroute. Une troisième a disparu. Bon, enfin bref, on ne peut pas faire des choses, pas plus des routes, des tunnels, des LGV, que mettre des ours sans le consentement des populations qui vivent sur place. Alors après l'ours, on ressaute du coq à l'âne avec un dernier dossier sur la santé, David. Oui, effectivement, Jean Lassalle, on avait beaucoup parlé de la clinique Olsomedi. Où en est-on de la jonction hôpital-clinique? Et puis parler également de la maison de la santé qui va arriver également. Bon, écoutez, franchement, quand on regarde la situation dans laquelle on a pris le dossier, je peux le dire avec Bernard Udury, parce qu'on en a hérité quand même un petit peu en même temps. Bon, moi je venais d'être réélu député, lui était maire de Laurent-Sainte-Marie. Jusque-là, moi je n'avais pas eu tellement accès, compte tenu des relations difficiles que j'entretenais avec la municipalité précédente, sans porter de jugement de valeur, et c'était comme ça. Bon, on a découvert, quand on est arrivé, que la mutuelle de santé de l'époque avait fermé les portes de la clinique. Bon, mais le problème, c'est que dans cette clinique, il y avait la maternité. Donc, au Laurent, sa maternité, quand vous avez des vallées, comme Aspe, Ossau, que vous avez Larreau ou Saint-Angras, il fallait filer sur Pau. À 2 heures, 2h30 de Pau, donc quand même les femmes, elles ont droit un minimum quand même de vie. On n'est pas au tiers-monde, dans le tiers-monde. Et là, on a été d'accord avec Bernard Udury pour mener un combat, je pense, qui fera date dans l'histoire des combats sociaux au Loronnais. Même si le groupe Capa Santé n'est resté qu'au final qu'une... Capa Santé, j'ai été le chercher. C'est moi qui ai été le chercher. On m'a critiqué d'ailleurs de l'avoir fait. Mais heureusement que Capa Santé est venu. Parce qu'à l'époque, quand Capa Santé est arrivé, il n'y avait pas de directeur à l'hôpital de Laurent, c'était un directeur intérimaire de l'hôpital de Pau, qui était d'ailleurs un homme charmant, mais qui était là pour préparer le rapatriement de l'hôpital de Laurent sur Pau. J'ai réussi, parce qu'il y a eu une mobilisation à laquelle tous les acteurs ont participé. D'ailleurs, la plupart de mes concurrents y ont participé. Donc, je ne tiens pas à m'abroger le plume de plan. C'était le contexte de la loi HPST, en plus, à ce moment-là. Voilà, que je n'ai pas voté. Et j'ai obtenu, par contre, moi, j'ai obtenu la nomination d'un directeur de plein pied pour le centre hospitalier d'Oloron. Et c'est comme ça que M. Gisolme, qui est venu de l'année, a été nommé, mais il le dit lui-même, il le reconnaît, il avait essayé avant, il ne pouvait pas y arriver, il n'y avait rien à faire. Donc ça, il faut rendre un hommage aussi tout à fait particulier au personnel de la clinique, parce qu'il s'est battu, ce personnel, avec une force, une volonté et un courage qui force l'admiration. Ça a été la période où on s'est réunis avec tous les politiques. Et on se réunissait avec M. Bareil, avec M. Momus, tous les médecins aussi, tous les personnels de santé. Et il y a eu une très grande activité. Et puis Bernard Udury était avec moi en première ligne. Bien. Moi, ce que je voulais, c'était sauver les 2 établissements pour y faire des soins, parce que je considérais que dans ce territoire, avec l'Espagne juste à côté, les Espagnols qui ont une santé, qui fait des soins qui sont ce qu'ils sont, qui en tout cas, avant la crise, mais ça reprendra après, adorent venir se faire soigner en France. Et vous avez qu'à voir, dès qu'un cabinet dentaire fonctionne un peu, vous avez qu'à voir Castelbou à Bedouce, ils ne les emplit pas, c'est surtout des Espagnols. Et si on avait présenté ici à Oloron, dans ce bassin, ça marchait déjà très bien pour l'ophtalmologie, une offre de santé de très grand niveau, eh bien, on aurait pu avoir non seulement une pérennisation de ce que l'on avait déjà, mais une augmentation très sensible du nombre d'emplois et de l'activité. Mais malheureusement, excuse-moi. Vas-y, termine. Oui, malheureusement, Capa Santé, bon, n'a pas tenu la distance. Et c'est sur une affaire d'ailleurs de droit purement privé. C'est parce qu'elle n'avait pas payé
la nuitée à l'ancienne mutuelle, qu'il y a eu un jugement. Bon, ils sont partis, ils n'ont pas fait de bruit. Là, je continue à me battre pour qu'on garde la maternité. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas comment on réinvente les choses, j'entends des bruits très divers, que j'ai été très mauvais sur ce dossier. Je voudrais bien qu'on me démontre en quoi, enfin, il va y avoir des débats, en tout cas, où on pourra en parler. Mais enfin, l'hôpital est là, et l'hôpital a plutôt tendance à mieux se porter, et la maternité est là aussi. Le tout est de savoir maintenant si les engagements qui ont été pris, pas avec moi, parce que là je n'ai pas été associé aux négociations, mais les engagements qui ont été pris seront tenus. S'ils ne le sont pas, eh bien, je serai aux côtés de M. le maire d'Oloron et de tous les acteurs pour les faire tenir à l'État. Et je veux dire que je me comporterai avec le gouvernement actuel comme je me suis comporté avec l'ancien. Moi, je ne suis pas un béni-oui-wiste professionnel, mais je ne suis pas non plus, je suis un patriote français, quelqu'un qui s'oppose à un gouvernement et à un président qui a été mis en place par le suffrage universel. J'espère qu'on trouvera une solution, parce que c'est un enjeu considérable pour Oloron. 2 minutes sur la maison de la santé, puis on en a terminé. Sur la maison de la santé, alors il y a la maison de santé ici, où on va celle de Bezous. C'est un très beau projet. Et c'est un très beau projet sur lequel, 1,5 million. Oui, est très bien financé. Et là, écoutez, là je rends hommage à Madame Médard, qui elle n'a pas fait toute seule, mais elle a pris sa part, elle a su fédérer, avec M. Rose d'ailleurs, on oublie un peu M. Rose dans l'affaire d'ailleurs, René Rose, mais elle a su fédérer, et là, elle a eu une part très intéressante, et je suis très heureux de voir ce dossier, que j'ai voté aussi, mais dans lequel je n'ai pas été un acteur principal. Moi, je ne m'attribue pas ce que je n'ai pas fait. Je l'aurais fait si personne ne l'avait fait, mais en tout cas, Mme Médard a été très positive sur cette affaire-là. Merci beaucoup, Monsieur Jean Lassalle, député sortant de la 4e circonscription. Voilà, bon courage pour la suite. Merci. Merci à vous et merci à Radio Oloron, parce que votre fête l'autre soir était exceptionnelle. J'ai pris un plaisir fou. Et puis, c'est quand même la radio maintenant des Hauts-Béarnais. Voilà. Ils aiment ça. 30 ans déjà. 30 ans. Merci de votre présence. 30 ans de bonheur. Merci. Adichat.